Hello et bienvenue sur Allo Pets. Dans ce podcast, je te propose de rencontrer ensemble des professionnels du secteur animalier pour aider tous les pet parents et pet lovers à mieux comprendre les besoins des animaux. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas qu'en t'abonnant, tu permets au podcast d'être plus visible et donc d'avoir des intervenants de qualité. Alors si le format te plaît, n'hésite pas à le partager, le commenter et à t'abonner. Je te remercie et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, je suis trop contente d'enregistrer ce premier épisode. Et qui dit premier épisode dit premier invité. Évidemment, je ne pouvais pas commencer ce podcast sans interviewer ma sœur Camille, qui est ostéopathe animalier, sans qui ce projet n'aurait certainement pas vu le jour. Hello Camille. Salut! Merci beaucoup pour l'invitation, Romane. Mais je t'en prie, merci à toi. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et puis aussi expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier d'ostéopathe animalier? Bien sûr, alors bonjour à tous. Je m'appelle Camille, Camille Allaire, je suis ostéopathe animalier, diplômée depuis 2020 et très important, j'ai validé mon examen devant l'Ordre national des vétérinaires. Voilà, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc j'exerce l'ostéopathie animale, je travaille sur toutes les espèces animales. Et en quoi consiste mon métier? Pour faire, on va dire, simple, le but de l'ostéopathie, c'est vraiment, déjà dans un premier temps, c'est une technique manuelle. Donc on travaille qu'avec nos mains. Et notre but, c'est vraiment de viser l'équilibre du corps. Donc vraiment l'harmonie générale, tous les systèmes, tout l'organisme en fait d'un corps. Voilà. Ok. Mais tu peux pas pratiquer sur de l'humain, on est bien d'accord. Non, Enfin là, je me pose une petite question, enfin, même si moi je connais un petit peu l'univers de l'ostéopathie animale via toi. Pour les personnes qui nous écoutent, peut-être expliquer un petit peu plus en profondeur avant de rentrer dans le vif du sujet de la thématique d'aujourd'hui, quand est-ce qu'il faut contacter un ostéopathe, sur quoi il peut vraiment intervenir et en tant que pet parent, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il faut contacter un ostéopathe. D'ailleurs, certains ne connaissent pas ce métier encore. Donc, si tu peux c'est vrai. nous aiguiller un petit peu. Alors, on va essayer de faire pareil, court et simple, sinon on pourrait passer notre interview à parler de ça. Donc, quand appeler un ostéopathe, c'est un petit peu comme nous, ça veut dire qu'il faudrait y aller quand on va encore plutôt bien. Voilà, qu'on n'attende pas en fait de plus pouvoir se lever du lit. Voilà, dès que les petites raideurs s'installent ou les quelques petites difficultés, il faudrait déjà les consulter, tout simplement. Donc c'est un petit peu pareil pour nos animaux, comme toi tu l'as fait avec Scotty. Tu m'as dit voilà, elle a des petites sensibilités au niveau du dos. Est-ce qu'on pourrait pas lui faire un soin pour voir un petit peu s'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est pas juste le sommet de l'iceberg ou est-ce qu'il y a vraiment juste un souci à ce niveau-là? Donc voilà, ça c'est une réflexion, enfin voilà, à avoir un petit peu en se disant tiens, mon animal faisait pas ça avant, maintenant il le fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, effectivement, peut-être faire contrôler à un professionnel de santé, que ce soit le véto ou l'ostéopathe. Donc, quand faire appel à un ostéopathe, voilà les exemples simples, la boiterie, le problème de dos, ça peut être des problèmes digestifs également. On peut aller aussi sur du travail post-opératoire avec l'aval du vétérinaire bien évidemment, mais on peut aller travailler aussi sur des structures qui viennent d'être opérées en cours de cicatrisation afin que l'animal récupère le plus vite possible et après lui faire faire de la physiothérapie s'il y a besoin avec des vétérinaires spécialistes à ce niveau-là. Ok, là, c'est Voilà. pour les pros dans les soins animaliers. Pour ceux qui n'ont jamais eu recours à l'ostéopathie animale, est-ce que finalement, parce que on va forcément voir le vétérinaire et c'est la première personne, c'est la personne d'urgence qu'il faut contacter en cas de problème avec l'ostéopathe, il intervient comment là-dedans dans ce process? Parce qu'on a fait Scotty parce que j'avais remarqué des petits désagréments et encore, tu as vu beaucoup de choses que moi, j'avais pas vues de base. C'est vrai. Et c'était quand même énorme. Combien de fois par an il faudrait voir un ostéopathe? Est-ce que ça change en fonction d'un chat, d'un chien? Est-ce qu'il y a des petits tips que tu pourrais nous donner pour qu'on ait un petit peu l'information au complet sur les débuts d'approche avec un ostéopathe? Parce qu'il y en a certainement beaucoup qui n'ont jamais eu recours à de l'ostéopathie animale aujourd'hui. Tout à fait. Dans un premier temps, nous, notre but ultime en ostéopathie, comme beaucoup de médecines, c'est vraiment la prévention. Le but, c'est vraiment d'accompagner le corps dans son fonctionnement, dans le fonctionnement le plus optimal possible, afin que tous les petits cailloux qui vont se mettre dans l'engrenage puissent pas mettre le bazar de partout. Voilà, c'est un petit peu ça le principe. Donc, peu importe ce que c'est, ça peut être un stress émotionnel, physique,
sur un animal un changement de comportement. Voilà, donc faire un bilan déjà ostéo dès le plus jeune âge, hein, ça peut être vraiment pendant la croissance, hein, sur n'importe quel animal en croissance, c'est même très recommandé pour que la croissance se passe. C'est vraiment important de faire des bilans déjà, donc au moins une fois par an, c'est un petit peu comme nous, voir si tout va bien. Quand tout va bien, au moins le faire voir, le checker une fois par an pour être sûr qu'il n'y a pas des petites choses qui commencent à s'installer quelque part et au moins être au courant et pouvoir faire les choses en fonction. Après, on rentre dans du... Ça va dépendre, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Par exemple, sur un switch sportif, on peut être sur 4 fois par an, on peut être sur du une fois par mois sur un chien qui a des gros problèmes neurologiques où il faut vraiment une rééducation importante parce que l'animal n'arrive plus à utiliser ses pattes arrière. Là, il va falloir un suivi très poussé pour que l'animal se bloque pas plus que ce qu'il l'est déjà. Et là, l'accompagner en fait pour que sa rééducation soit vraiment positive et qui potentiellement puisse le faire remarcher derrière. Donc tout ça, en fait, ça s'adapte vraiment à l'individu. Mais globalement, si on pense que notre animal va bien, déjà faire un bilan pour voir s'il n'y a pas des choses que nous, on voit pas, c'est très important. Et il y a certainement beaucoup de choses que nous, on n'arrive pas à voir en tant que pet parent et sans être déjà dans le secteur du soin animal. Tout à Ok, fait. bah merci déjà pour avoir éclairé un petit peu nos lanternes. Avec plaisir. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, le pourquoi de cet épisode. Peut-être nous expliquer qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi, parce qu'on a choisi cette thématique toutes les deux. Mm. Ça a été au cours d'une discussion où on s'est dit, ah oui, en fait, il faut vraiment qu'on parle de ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été confrontés à ce genre de problématiques. Donc, je te laisse un petit peu expliquer qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de parler de cette thématique d'aujourd'hui, sur le choix des accessoires, des bons accessoires pour ces animaux. Et puis, nous parler un petit peu de Lexi, qui Oui. fait partie de cette histoire. Donc Lexi, c'est mon chat, pour ceux qui ne le savent pas. Mon chat qui m'accompagne depuis le début de mes études en ostéopathie, avec qui j'ai une relation vraiment très fusionnelle. Et c'est un chat qui est très téméraire, pas du tout peureuse. Donc je l'ai très vite baladée, voilà, avec mes amis. J'apprenais en laisse et en harnais, vraiment sans me poser entre guillemets, voilà, des questions. J'avais acheté un harnais dans une animalerie, un harnais pour chat, et je lui ai mis sur le dos. Ça s'est passé comme ça. Il s'avérait qu'au fur et à mesure des semaines, je trouvais que Lexi devenait de plus en plus sensible, voire réticente à ce que je la touche, vraiment derrière les épaules, vraiment derrière les pattes avant, au passage du harnais. Et là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ok, en fait, certes, je lui apporte un petit peu de gaieté dans sa vie parce que de vivre en appartement, c'est pas toujours très fun, surtout pour un chat. Mais à côté de ça, je lui inflige des douleurs qui sont très fortes parce que sans le savoir, ben oui, effectivement, je suis un humain, quand j'ai envie d'aller me balader, j'ai envie de marcher. Sauf que mon chat, il a pas le même rythme que moi et forcément, je l'attirais. Et en l'attirant, ben en fait, je lui ai créé des grosses douleurs et des gros verrouillages. Voilà, ça en est arrivé jusqu'au moment, ben voilà, je ne puisse plus la toucher sur ces zones-là. Donc Lexi a été traitée en ostéopathie. Et je te coupe juste sur cette partie de tirer l'animal. Est-ce que tu Ouais. peux expliquer comment ça se faisait? Parce qu'il y a tirer, tirer et tirer. Juste qu'on puisse se mettre l'image Oui. dans la tête, parce que là, moi, je te vois, je te vois tirer le chat. Non, enfin, je te connais, je sais comment tu es avec tes animaux. Là, si tu dis que tu tirais le chat et que tu as fait mal, on va peut-être s'imaginer que tu le traînais par terre, quoi. Donc, Oui, c'est vrai. Parce que tu as raison, tu- il faut un petit peu plus rentrer en détail là-dessus. Non, voilà, je lui demandais d'avancer, donc forcément, je mettais une traction sur le harnais pour l'inciter à avancer. Mais en aucun cas, je l'ai surélevé ou vraiment fait complètement glisser sur le sol à ce qu'elle ne puisse plus marcher. Voilà. C'était plus de l'incitation Ok, à avancer. Donc forcément, je ouais. mettais de la traction sur la... C'était des petits à-coups pour, voilà, pour Ouais, c'est l'entraîner ça. à marcher, enfin, pour lui Exactement. dire viens vers là, quoi. Ok. Exactement. Parce que bon, il faut quand même clarifier les choses et puis surtout aussi dire que ça peut être dangereux pour votre animal bah, on peut perdre patience. Je pense que ça dépend aussi des caractères, mais certaines personnes ont peu de patience avec leurs animaux et sans jugement bien sûr, hein, mais parfois vont avoir des réactions disproportionnées à ce que l'animal peut lui donner. Bah, comme tu l'expliques là maintenant, c'est bien aussi, tu vois, de remettre dans le contexte les choses puisque
toi, tu faisais des petits coups, allez, viens par là, en mettant de la petite traction sur la laisse. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui veulent inciter l'animal à faire ce qu'ils veulent que l'animal fasse. Et donc, ils tirent violemment sur la laisse, le collier, etc. Donc, on arrive doucement à la thématique, mais il faut savoir aussi qu'il y a des réactions qui peuvent entraîner des problématiques chez l'animal et c'est pas non plus que le matériel en tant que tel qui peut être problématique. Voilà, je pose Exactement. ça là. Du coup, eh ben, écoute, je te laisse continuer sur cette lancée et nous expliquer les problématiques de Lexi avec tout ça. Tout simplement, elle a été, comme je disais, traitée en ostéopathie. Et après cela, Lexi a pu être déjà a réaccepté le contact sur cette zone-là. Et j'ai très vite changé de harnais. Voilà, pour la fin de l'histoire. Et depuis ce moment-là, bon, Lexi est actuellement plus promenée en laisse. Hein. Maintenant, elle vit sa vie à la campagne comme elle le souhaite. Mais je n'ai plus, voilà, je n'ai plus de soucis à ce niveau-là. Mais j'ai eu malheureusement eu besoin de passer par ces phases-là pour me rendre compte, enfin, l'impact que comment dire, du matériel en fait avait sur mon propre animal, quoi. Ok. Alors, ce que tu en tires, quelles sont les choses à bannir? Peut-être que tu as vu aussi, de par tes clients, tes patients, des choses qui ont été faites et mises en place qui sont très peu recommandées et recommandables, du matériel que tu ne recommandes pas. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment on choisit ces accessoires? Alors déjà, dans un premier temps, donc comme je l'ai un petit peu expliqué vaguement, mais voilà, Alexis, ça reste un chat, donc à éduquer, c'est un bien grand mot, mais à habituer en fait à ses sorties, etc. Je suis allée un peu vite. Voilà. Je lui ai mis le harnais et on est parti se promener. J'aurais dû prendre le temps de lui expliquer comment, ou lui avec un mot, ou etc. Ou aussi juste prendre le temps de moi me mettre à la place d'un chat et me dire mais qu'est-ce qu'elle a envie de faire quand elle est dehors. C'est quand même quelque chose qui est très important. Donc déjà se mettre un petit peu à la place de l'animal qu'on a en face de nous aussi. Et pas de l'humaniser pour en fait lui imposer quelque chose que nous on a envie de faire égoïstement. Pourquoi lui il le ferait en fait naturellement aussi. Donc ça c'est vraiment une question qui est très importante à se poser et finalement que nous en tant qu'humains on se pose pas. Parce que égoïstement, quand on a fini notre journée de boulot, qu'on va aller se promener avec son chien, et ben on a envie de se promener avec son chien, donc faut que le chien il vienne, il faut que le chien il soit sage et que machin. Mais lui, il a pas forcément peut-être envie déjà de d'aller se promener à tel endroit parce que c'est un endroit qu'il aime pas ou où il est pas bien, où il y a un chien qui avec qui il s'entend pas, etc. Voilà, il y a plein de choses à en prendre en compte. Donc je pense qu'on l'a très bien vécu avec notre chien de famille aussi. Tout ça c'est très important. Alors, donc dans un premier temps, donc on résume tout ça, c'est le point numéro un, c'est ben, du coup l'éducation et vraiment la communication qu'on a avec notre animal. Ça, c'est la base de la base. Si on n'a pas ça, avant de parler matériel, activité, etc., ça sert à rien d'aller trop vite. Et ça, le reste va être compliqué derrière. Donc c'est pour ça que c'est très important quand voilà, on adopte un animal, c'est de se faire accompagner. Et peu importe le soi-disant niveau qu'on pense avoir, ça c'est aussi quelque chose qui est compliqué dans ce milieu-là, c'est qu'on pense tous être capables d'eux, mais on n'a pas forcément les connaissances, et il y a des personnes qui sont là pour ça. Donc ça c'est très important, et je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus, parce que sans ça, peu importe le matériel, que ce soit un harnais, un collier, tout ce que vous voulez, si il n'y a pas de relation, il n'y a pas de code, ça n'ira pas. Voilà. Donc tu conseilles d'aller voir qui déjà pour, avoir ce contact et cette relation, plus de confiance, basée sur la confiance avec son animal? Et Comment on bien tout travaille simplement là-dessus? des éducateurs, des comportementalistes, voilà, des personnes quand même plutôt proches de chez nous, si c'est dans la mesure du possible. Ça peut être aussi loin si on est motivé à aller voir des gens très compétents. Et puis vraiment pouvoir avoir quelqu'un de confiance avec qui a des bonnes connaissances aussi, hein. Ça c'est aussi très important, avec une méthode qui est éthique et qui est à l'écoute de l'animal et de l'humain. C'est très important. C'est bien de le souligner. OK, donc déjà on a quelques clés pour, le lien avec l'animal et ensuite pour les accessoires. Oui, alors pour les accessoires, c'est pareil. Je fais une petite aparté avant de commencer, parce que c'est pareil, c'est le deuxième point important. Et ça, il faut pas le négliger. C'est juste de reparler un petit peu des structures qui vont être impactées par la mauvaise utilisation, tout simplement, de ce matériel, que ce soit du harnais ou du collier. Donc juste pour refaire un petit point anatomie avec tous ceux qui n'ont pas trop de connaissances, qu'est-ce qu'on a dans le cou? On va parler d'un chien par exemple. Premièrement, on a la base osseuse, donc les cervicales, dans les passes, donc la moelle épinière et toutes ces méninges. Donc la moelle épinière, elle va du crâne jusqu'au sacrum.
Ensuite, on a forcément les muscles du cou, qui sont plus ou moins développés en fonction des races ou de l'âge de l'animal. On a des glandes salivaires, on a des glandes hormonales également, donc la thyroïde, la parathyroïde. On a des vaisseaux sanguins, quand même, il y a le passage de l'aorte et de la veine jugulaire. Donc ça, c'est quand même des vaisseaux sanguins qui sont un peu vitaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose à faut prendre conscience de tout ça. Il y a également le passage de nerfs qui sont aussi vitaux sur toute la fonctionnalité des pattes avant, du cou, etc. Mais aussi, on a cette moelle épinière qui passe entre les cervicales. Et on a donc face ventrale, donc ça veut dire qu'on va dire face qui regarde vers le sol pour le chien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais. On a le passage de l'œsophage et de la trachée. Voilà, donc vraiment base du cou. Et là, c'est des structures qui sont hyper fragiles. C'est des structures molles sur lesquelles viennent directement prendre appui en fait l'arnachement qu'on va mettre sur le chien. Avec toute cette énumération-là, on se voit qu'il y a quand même beaucoup de choses sur cette zone et il faut en prendre soin. Voilà. Et donc pour les accessoires, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, Qu'est-ce qu'il faut qu'on choisisse? on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ça va, je peux y aller. Ça y est, ça y Donc, est. c'est bon. Alors, on va énumérer peut-être un petit peu tout ce qu'on peut retrouver assez facilement sur le marché ou même dans le quotidien quand on voit des chiens, etc. On va parler des choses un petit peu pas trop fun dans un premier temps. C'est tout ce qui est au niveau des colliers, des colliers étrangleurs et électriques. Euh, c'est des Mhm. choses qu'on voit énormément sur le marché. Dans n'importe quelle animalerie, vous trouvez ça. Donc c'est à la portée de tout le monde, en fait. Et ça, c'est un très très gros problème. C'est une personne lambda qui n'y connaît rien peut acheter un collier électrique ou un collier étrangleur. Enfin, il n'y a pas de limite à tout ça, il n'y a pas de règle. Et c'est là, en fait, où arrivent forcément les problèmes. Donc le collier étrangleur, c'est un collier où on néglige en fait énormément les effets qui sont extrêmement néfastes pour le chien, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Honnêtement, je pense que tu en as déjà vu dans la rue, tous ces chiens qui déjà sont pas éduqués forcément, donc des chiens imposants qui sont peut-être plus lourds que leurs propriétaires. Et là, forcément, ils ont choisi cette solution, on va dire, de facilité ou sécurité, comme chacun aura sa petite définition de la chose à chaque fois. Mais en fait, voilà, c'est une hérésie. Le chien, donc forcément, il comprend rien à ce qu'on lui demande, parce que si le chien il tire, c'est qu'il a jamais compris en fait quel était le fonctionnement un petit peu, voilà, de fait d'être attaché, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, comment interagir avec ses congénères ou pas, etc. Quand on n'est pas maître de soi-même, honnêtement. C'est ce qu'ils sont quand ils sont attachés, hein, finalement. On les empêche de communiquer correctement. Et donc ce collier, pour en revenir à ça, effectivement, en fait, il va, comme son nom l'indique, en fait, étrangler le chien. Voilà. Donc, repensez à toutes les structures que je viens d'énumérer et on fait ce combo-là avec, en perdant des fois, je pense, au moins 3 centimètres de largeur de cou, étranglé par ce matériel en fer qui est pas du tout agréable. Donc forcément, les conséquences sont assez catastrophiques, que ce soit sur le plan physique que émotionnel. Et après, enfin, je le vois aussi certainement, on fait des choix pour les mauvaises raisons. On voit, je sais pas si vous qui nous écoutez, vous voyez l'image du chien avec le collier étrangleur. Pour moi, c'est toujours un gros chien. Et donc, le dog parent va essayer de trouver la solution pour pallier à la grosseur, à la dangerosité, entre guillemets, de l'animal, et va mettre ce collier étrangleur. Moi, je vois des chiens de catégorie qui ont le collier étrangleur. C'est l'image que j'ai, je pense, qui a été construite petite en voyant ça dans la rue ou dans les magasins ou j'en sais rien, parce que bon, nous, nos animaux en ont jamais eu. Voilà, peut-être de personnes qui nous ont entourés, qui ont utilisé. Enfin, je sais pas comment j'ai cette image-là dans la tête. Et j'ai aussi vu récemment sur les réseaux sociaux une marque qui a fait ses colliers étrangleurs avec de jolies petites couleurs autour que vous pouvez aussi Waouh, acheter sur super! Internet. Donc en fait, on est enfin, il faut être, je pense, et tu l'expliques très bien, c'est qu'il faut être hyper alerte. Il faut faire super attention parce que je le vois, on voit sur les réseaux des accessoires qui sont vraiment trop mimi, à paillettes, à fleurs, etc. Et en fait, ça dédiabolise, Mhm. ça le rend sexy. On rend sexy les accessoires alors qu'ils sont hyper dangereux. Enfin, moi, ça me choque, mais c'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce que il faut aussi être
pleine connaissance de ce qu'on va faire avec son animal. Et là, clairement, le collier étrangleur qui est sexy avec des fleurs et des paillettes, clairement, c'est un grand non. C'est Et ça. après, quelle est la différence du coup? Bon, collier étrangleur et collier, tu avais dit Un co collier électrique, c'est ça? Oui, électrique. Bah, le collier électrique, alors, il étrangle pas, mais par contre, il envoie des décharges électriques, en fait, à l'animal. Ah oui. Souvent avec des 2 pointes qui sont vraiment situées, en fait, vraiment à la base du cou, sur les structures molles et voilà, c'est un influx électrique, hein, donc ça crée des douleurs neurologiques, des brûlures si en fonction de l'intensité. Moi, j'ai déjà eu en consultation affaire à des chiens qui ont été brûlés par le collier électrique et OK. là, quand on est confronté à ça, on se dit: «OK, là, il va falloir qu'on parle de choses un peu plus, qu'on va rentrer un petit peu dans pas dans l'intimité des gens parce que les gens, en fait, ils se rendent peut-être pas forcément compte, mais là, il faut poser Mmh. des questions un petit peu sur leur quotidien. Comment le chien est? Pourquoi il en est arrivé là? Est-ce que, l'influx électrique, il arrive quand le chien aboie? Ou est-ce que, vous avez une télécommande et c'est vous qui, appuyez sur le bouton pour lui envoyer la décharge? Et là, on va rentrer donc dans une sphère que forcément moi je ne on va dire, je ne suis pas capable de contrôler. Et là, je vais les amener à aller vous consulter, en fait, vraiment des personnes spécialisées, donc des comportementalistes, des personnes comme ça, pour que là, il y ait quelque chose qui soit fait. Parce que le danger est clairement, l'animal est clairement en danger, quoi. Ce collier électrique, c'est aussi pour, délimiter des zones, non? Il y a pas des colliers électriques qui donnent des décharges quand, par exemple, il va dépasser, le C'est ça. portail? Ouais, il y a cela, ou il y a le collier éducatif, comme il s'appelle, où là, en fait, le chien a un Mmh. collier avec, enfin, c'est un peu le même système, où là, en fait, c'est l'humain qui a dans sa main une télécommande et c'est lui qui va appuyer sur le bouton. Alors souvent, il y a des phases, hein. Il y a un bruit, souvent il y a un son, ensuite il y a une vibration et ensuite il y a la décharge. Et en fonction de ce qu'on souhaite infliger à son chien, il peut y avoir, voilà, l'intensité peut être OK. plus ou moins forte. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement répandu, plus que ce qu'on ne le croit. Et tout le monde ne l'avoue pas. Voilà, beaucoup l'utilisent sans forcément le dire. Alors, on peut refaire un petit peu de sensibilisation là-dessus, aux personnes qui nous écoutent et qui utilisent certainement ce type de pratique. Déjà, on ne juge pas. C'est Peut-être ça, que c'était une solution que ces personnes-là, elles pensaient être la bonne parce qu'elles étaient, dépassées par les événements et elles savaient plus du tout quoi faire. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour, passer justement d'un chien ou d'un chat, bon là c'est plus les chiens, mais d'un chien qui est incontrôlable ou qui arrête pas d'aboyer, on n'en peut plus, ou voilà, on est dépassé par les événements et la seule solution qu'on a eue, c'est, les décharges électriques, le collier étrangleur, enfin toutes ces pratiques-là, qu'on pense être les bonnes pour vraiment, bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais bon, non, mais pour avoir c'est ça en fait. un C'est pas forcément qu'on pense que ce soit les bonnes, mais on se dit, ben en fait, j'ai tout essayé, il y a rien qui marche, j'ai plus de solution, j'ai pas trouvé la personne de confiance qui peut m'accompagner là-dedans, je suis toute seule, j'arrive plus à communiquer avec mon chien, ils m'ont fait voir toutes les couleurs, j'en peux plus. Émotionnellement aussi, c'est très important. Souvent, ben, les gens sont au bout, donc en fait, ils font ce qu'ils peuvent. Et le dernier recours, souvent, ben voilà, c'est la douleur, en fait. C'est la soumission, c'est tout ce que, voilà, tout ce qu'on appelle, toutes ces choses-là. Et effectivement, on les juge pas, ces gens-là. Il y en a beaucoup, je pense, qui passent par ces phases-là, que ce soit par rapport à ce qui se passe dans leur vie en ce moment. Enfin, je veux dire, les chiens ressentent tout. Voilà, il y a aussi l'émotionnel du chien. Qu'est-ce que lui a vécu avant ou pas? Comment il se sent actuellement? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc effectivement, quand on en est là, il faut se faire accompagner, il faut chercher, il faut soit demander aux vétérinaires. Souvent, ils ont des vétérinaires qui sont comportementalistes, spécialistes, pardon. Donc, il faut poser la question à son vétérinaire. Déjà, s'il a des personnes à conseiller de confiance, des personnes voilà, professionnelles à ce niveau-là, ou alors aller voilà, se faire aider par un éducateur, déjà dans un premier temps. Et surtout, en fait, le plus important, c'est de réapprendre à communiquer avec son chien. Parce que c'est là, en fait, souvent on en arrive là parce qu'on a perdu cette communication. Et il faut la retrouver, il faut repartir sur des bases saines, mais des fois repartir, enfin, aller chercher des bases qui sont les piliers, en fait, les fondations sont pas bonnes et du coup, il faut aller les rebâtir. Et c'est souvent de là mmh, que vient le problème. donc faut vraiment prendre le temps de faire
toutes ces étapes, ça peut Oui, faire peur et ça peut paraître long aussi parce que c'est ça, je me mets à la place d'un dog parent qui, travaille, toute la journée, qui rentre le soir, qui a qu'une envie, c'est de se détendre. Il va promener son chien et cetera, même si bon, avoir un animal, ça se réfléchit et ça, voilà, il y a plein de choses qui découlent du fait d'avoir un animal de compagnie, mais ça demande aussi beaucoup d'implication. Donc, c'est aussi quelque chose à penser avant d'adopter. Il y a peut-être aussi plein de choses qu'il va falloir mettre en place et je ne donne pas qu'à boire, à manger et je promène pas que mon chien, quoi. Donc, exactement. pas de jugement, mais il faut juste aussi, c'est bien de se renseigner, d'être accompagné par les bonnes personnes. On est là pour ça aussi. Ce podcast sert à ça, pour avoir un max d'infos et du coup, ben, de vraiment prendre ce temps à la communication, au lien qu'on a avec notre animal. Parce qu'on peut aussi, enfin, je le vois avec toi, je prends pas mal la parole là, mais je le vois avec toi et avec plein d'autres personnes. Des fois, on a l'impression de comprendre son animal en disant ah, mais il fait la comédie. Ah, bah, je sais pas moi, il boude. Ah, on l'humanise beaucoup. Et en fait, bah, on pense que ces choses-là sont liées à nos émotions qu'on peut avoir en tant qu'humain, mais c'est pas le cas. Donc vraiment, C'est ça. faites-vous accompagner par les bonnes personnes. N'ayez pas peur. Et je sais que ça peut être parfois compliqué de trouver un bon professionnel. Mais demandez déjà à votre vétérinaire. Il faut que votre vétérinaire soit une personne de confiance avec qui vous arrivez à échanger et discuter de toutes ces thématiques. Voilà. Bon, je te redonne la parole, Camille. Et Mais c'est très bien. Tu as très bien fait de prendre la parole. C'était nécessaire. Donc c'est parfait. Donc voilà, on a parlé des colliers un petit peu, on va dire violents. Après, on peut tout simplement aussi faire des dégâts avec un collier en nylon plat. Voilà. Il y a aussi, comme on l'a évoqué dès le départ, c'est comment on utilise le matériel qu'on a acheté. Est-ce qu'on sait l'utiliser? Donc on peut aussi faire énormément de dégâts voire tout autant avec un collier plat. On incrimine le collier étrangleur parce qu'effectivement, sa vocation est vraiment ben, clairement d'étrangler, et puis voilà, bref. Mais on peut en faire tout autant de mal avec un collier plat. Ça, il faut aussi en être conscient. C'est pas parce qu'on met un collier plat que ça y est, on a tout juste et que tout va bien. Non, il faut aussi que ben, son chien ben, ne soit pas en train de s'étouffer au bout de la laisse, que nous, on soit pas tout le temps en train de vouloir le tirer pour le ramener vers nous. Voilà, là, les dégâts, ils sont catastrophiques. Donc attention à ça, c'est très important. On va parler un petit peu des harnais, si ça te va. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des colliers. Au niveau des harnais, c'est pareil, il y a une grande mode, quelque chose qu'on achète dans n'importe quel magasin. C'est les harnais en T, qu'on appelle aussi norvégiens. Ou alors on a aussi un petit, on va dire comment ça, un similaire, c'est le harnais anti-traction. Donc tous ces harnais-là sont en fait des harnais où on a une barre, en fait on a une bande, souvent en nylon, horizontale qui passe vraiment devant les épaules et qui vient se poser en fait en bas de la trachée là. Et souvent, ben forcément les chiens, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire, c'est s'appuyer dessus. Voilà. Mais le chien, quand il est dans ce harnais-là, il est complètement bloqué. Ça, c'est vraiment le harnais, c'est l'ennemi des ostéos, ce harnais-là. Clairement, moi, je le vois en consultation. Je sais quand le chien que j'ai sous les mains porte un harnais en T, en forme T, et sans avoir posé la question au propriétaire. Je le sais parce que toutes les structures qui sont à ce niveau-là sont complètement verrouillées. Les articulations, surtout les épaules et les coudes, ne peuvent plus se mouvoir correctement. L'ouverture des épaules est plus complète. La base des cervicales est complètement coincée. Souvent, le chien peut avoir aussi même un affaissement de trachée. Enfin, voilà. Donc tout ça fait que c'est un harnais en fait qui est pas du tout anatomique, qui est pas du tout fait par rapport à la morphologie du chien. Donc à moins qu'il soit utilisé sans traction, mais j'allais dire, mais en fait maintenant sur internet on a beaucoup de vidéos qui passent avec un chien qui marche sur un tapis avec des harnais différents et on le voit même là. Le chien est en soi pas tracté sur son harnais, mais il n'a pas du tout la même locomotion qu'un chien qui est libre de ses mouvements. Donc c'est vraiment un harnais qui crée des micro-traumatismes sur le long terme souvent et qui bloque complètement l'avant-main du chien. Donc attention, ils sont peut-être trop mignons parce qu'on peut écrire le prénom de son chien sur les côtés, mais ils sont vraiment néfastes pour nos animaux. là, tu parles des gros, c'est les gros harnais, hein. C'est pas les harnais où ça fait comme un collier plus un collier autour du Non, ventre et un trait. C'est pas celui-là. c'est ça. Ça, c'est un harnais en H, on appelle ça. Voilà, on va y venir. Mais effectivement, Ok. là, on parle vraiment du harnais. Souvent, on a une grosse surface au niveau du dos avec une poignée. Généralement, souvent, c'est un peu ça. Et avec vraiment une bande. En fait, ça fait vraiment une bande ventrale, enfin, qui passe sous le ventre du chien et une bande à l'horizontale qui passe Ok. devant les épaules.
Et on appelle ça un harnais en forme de T. Donc c'est les harnais qui ressemblent un peu aux chiens, enfin je fais un peu des chiens de sauvetage, non? Non, plus aux chiens de travail, type tous les chiens de la gendarmerie, de la police. Voilà, ces chiens-là souvent ont ces harnais-là. Ok, Parce que voilà, ils ont ok, besoin d'avoir un chien à leurs pieds. Enfin, souvent le chien bouge jamais. Enfin voilà, il a leurs pieds à part quand il est en action. Ils ont cette poignée pour pouvoir aussi retenir le chien, etc. Souvent c'est ces chiens de, on va dire, de protection qui ont plus ces harnais-là. d'accord, ok. Et c'est là où il y a les Facile. scratchs sur les côtés avec la petite broderie Souvent, où il y a voilà. la. Ok, Souvent c'est ça. ok, je vois, j'arrive à visualiser. Oui, c'est pas facile à décrypter comme ça, mais c'est cela. Et juste pour faire une petite aparté, donc sur ce type de harnais-là, donc le harnais anti-traction, qui est aussi extrêmement utilisé. Donc ça, c'est un harnais qui a cette même forme, hein, qui a vraiment une barre qui passe devant, pareil, devant les épaules. Sauf qu'en fait, son attache à celui-ci, elle est devant. Elle est vraiment au niveau du poitrail. Pour faire simple, forcément, quand on promène son chien, on est rarement derrière lui. On est souvent à droite ou à gauche, déjà. Quand on le promène naturellement, on va dire ça comme ça, quand on fait pas une activité physique avec lui. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Le chien a tendance à tracter. On achète un harnais anti-traction. Bon, bref, passons. On revient à ce qu'on a dit déjà avant. De base, si on a bien travaillé sur l'éducation, voilà, la communication avec son chien, ça n'arrive pas. En fait, le chien, quand il va tirer en fait sur ce harnais et que le maître va le retenir, on va avoir un désaxement complet en fait de son avant-main, parce que forcément le chien va avoir tendance enfin, à tourner son poitrail vu que la tâche est devant. Forcément, il va dévier vers son propriétaire qui est derrière. Et donc là, en fait, euh, on a vraiment tous les points d'appui du chien qui vont être complètement désaxés et forcément l'animal peut se faire très très vite mal déjà. Et honnêtement, c'est pas du tout éducatif. Voilà, c'est pas comme ça que le chien ne tirera plus. En fait, tu vas trouver d'autres solutions, mais c'est pas ça qui réglera vos problèmes en tout cas. Il va se faire mal en plus. Et en plus, il va se faire mal. Et vraiment, parce qu'en plus, là, on est vraiment dans des mouvements de torsion avec de la traction dessus. Et là, vraiment, on peut avoir des très, très, très gros soucis. Ouais, tout à fait. Voilà. Ensuite, on va passer au harnais en forme de H. Donc, c'est ce que tu me décrivais là. Donc, avec la barre Ok. voilà, passe sur la ligne dorsale. Et en fait, les deux cercles. Donc, un au niveau de la base du cou et un qui passe derrière les épaules. Donc, c'est le harnais un petit peu basique Ok. que tout le monde connaît. Un peu, on peut le trouver à des petits prix également. Ce harnais-là, en soi, il est pas cata. Les épaules sont bien libres. Le chien, il est plutôt à l'aise de ses mouvements dedans. Juste Le attention, c'est chat. vraiment le chat. Attention, c'est souvent en fait à la largeur des bandes. Souvent, elles sont hyper fines. Et c'est là en fait le problème. C'est qu'attention, vraiment privilégier des bandes qui sont alors, pas extrêmement larges par rapport en fonction de la taille de votre animal, mais il faut qu'elles soient assez larges pour pas qu'elles fassent un peu string et qu'elles viennent lacérer le chien ou le chat qui est dessous, quoi. Ou le lapin aussi, parce que souvent Ou le lapin, ils ont oui. cette forme-là aussi et c'est pas ce qui est le plus recommandé. Franchement, attention, voilà. Ce qui est bien avec ces harnais par contre, c'est qu'ils sont très légers. Donc ça, c'est vrai que ça peut être aussi agréable sur des chiens qui aiment pas trop la contrainte ou avoir des choses qui sont incombrantes sur eux, qui se sentent mal par rapport à ça. Ça peut être des harnais qui peuvent être vachement mieux tolérés. Voilà, en tout cas. Donc, juste attention à la largeur des bandes, des sangles. Ensuite, on va parler du harnais en Y. Alors, est-ce que tu connais le harnais en Y, Romane? C'est celui que tu as pour Farah, Oui, c'est ça. non? Bien joué. Ouais, tout à fait. Donc, ce Donc harnais-là, donc, c'est celui qui passe ici, sur vo- le ventre. oui, voilà, c'est Non. ça. En fait, c'est un harnais Ouais. qui va longer l'épaule du chien et qui va venir s'attacher, donc avoir un point d'appui en base de sternum, base de cou, donc vraiment sur un os, pas une articulation. Il va longer tout le thorax, vraiment la partie, si on regarde sur nous, la partie dure entre nos pectoraux. Donc là, on a vraiment la sangle ventrale qui va passer là. Et ensuite, ça va remonter le long des côtes et s'attacher sur le dos. Ok. Bah oui, ça fait vraiment un Y, ça part des deux épaules et ça se Voilà. rejoint au nombril, on va dire. Oui, alors ça se rejoint pas Enfin, directement parce que le point d'attaque, enfin, on a un point fixe quand même au niveau haute, enfin, base de sternum assez haut. Et donc en fait, ce harnais-là, il épouse complètement l'anatomie de l'animal. N'importe quel animal en fait, un animal à quatre pattes si tu veux. Donc celui-là, il va pas entraver sa locomotion. Les sangles, pour le coup, là, elles sont souvent larges. On a aussi un plastron qui est assez épais. Donc c'est pareil, attention en fonction des animaux
qui aiment pas trop cette sensation un peu d'être pris. Donc là, ça peut être aussi des fois un petit peu gênant pour eux d'avoir ce type de harnais-là. Mais dans tous les cas, c'est quand même celui qui répartit le mieux la pression et qui est hyper ajustable. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est the harnais qui peut... Alors, il va pas correspondre à tout le monde, comme je l'ai bien dit, mais c'est celui en tout cas qui correspond mieux et qui respecte le mieux en fait l'anatomie de l'animal. On risque de moins de faire de dégâts avec un harnais comme ça. Faut forcément que c'est aussi bien ajusté, ça c'est très important. Mais c'est le plus anatomiquement adapté. Comment on s'assure d'ailleurs que c'est bien ajusté? Alors déjà premièrement sur un harnais, donc, comme je l'ai dit, il faut qu'il n'entrave pas le mouvement des épaules, ça c'est super important. Donc il faut vraiment que l'articulation des épaules puisse se mouvoir dans tous les plans de l'espace. Il faut qu'en fait les points fixes du harnais, donc ce qui va passer sous le ventre du chien, soit vraiment sur une partie dure, donc sur le sternum. Il faut pas qu'il aille au-delà, donc sur la face ventrale, mais sur l'abdomen en fait. Il faut pas que le harnais aille jusque-là. Si le harnais pose sur le ventre du chien, on a une compression viscérale de dingue, et là le chien va être super mal. C'est pas un point fixe, ça. Ça, voilà. Il faut vraiment que le harnais s'arrête avant la fin du sternum du chien. Ça, c'est super important. Et ensuite, il doit longer vraiment le thorax, donc les côtes, et s'insérer en fait sur la base dorsale avant la fin des côtes du chien. Après, pour le régler, le harnais, au niveau des réglages, il faut au moins passer 2 doigts entre le chien et le harnais, donc il y ait un petit peu de place, mais pas trop non plus, pour éviter les frictions en fait et les échauffements au niveau de la peau, les irritations. Ça, c'est important. Après, il faut pas hésiter. Enfin Ok. voilà, en tout cas, il faut pas hésiter pareil à se faire accompagner ou demander aux vendeurs, aux spécialistes de voilà prendre des bonnes mensurations. Pareil, il faut aussi pas hésiter à mesurer aussi hein, le périmètre thoracique du chien, voilà la périmètre du cou aussi. C'est des choses qu'il faut, je pense pour moi, qui est plus pertinent voilà, de mesurer pour être sûr de trouver le harnais à la bonne taille. Et est-ce qu'il y a des matières qui sont à bannir totalement ou le choix c'est un peu là pour le coup c'est plus en fonction de ce qu'on veut. Après je pense là tu vois tout de suite aux chats sans poils et je sais plus leur nom mais eux ils ont peut-être Au besoin sphinx. d'un ouais ils ont peut-être besoin d'une matière spécifique vu que c'est à même la peau et qu'il n'y a pas les poils justement entre. Il y a des choses comme ça à savoir. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as des conseils sur les matières? Alors, je pense qu'il faut s'adapter, comme tu dis, à l'animal, si en fonction de sa sensibilité déjà, juste, en fonction de ses allergies s'il en a, et de voilà son épaisseur de poil, etc. Alors effectivement, comme on l'a très bien dit, je pense que le métal, on peut s'en passer. Après, au niveau des matières, plus elles sont douces, plus elles sont agréables. Mais après, on peut avoir des synthétiques qui sont pratiques comme le nylon. Par contre, c'est quelque chose, vu que c'est synthétique, attention au frottement, il faut qu'il soit bien ajusté. On peut avoir des risques d'irritation. Donc, je prends l'exemple du sphinx, comme tu le disais. Je pense que c'est des matières qui peuvent vite irriter l'animal. Donc là, pas hésiter de prendre des choses un peu plus confort, donc peut-être un peu plus onéreuses aussi, avec des matières un peu plus nobles. Mais là, après, le choix est vraiment assez vaste. Il faut vraiment s'adapter en fait en fonction de la sensibilité de l'animal. Je reviens juste du coup sur une matière qui m'y fait penser, c'est le biotane. Le biotane, c'est super intéressant pour les animaux qui vont beaucoup dans l'eau, par exemple. Que c'est une matière en fait qui est lavable en machine, qui bouge jamais, qui n'est pas irritante en fait plus que ça. On l'utilise aussi beaucoup en endurance chez les chevaux. C'est des matières quoi qui sont faciles à entretenir et il y a toutes les couleurs possibles et imaginables et tout ça. Et ça c'est vraiment une matière sympa Ok. et on a de plus en plus qui travaillent avec. On trouve ça en grande surface sur internet je suppose mais Oui, tu sur vois, internet, sur oui. des petits sites Mm. aussi, ça peut être ouais, il faut fouiner, il faut se renseigner un petit peu, mais ça commence à être quand même de plus en plus répandu. Peut-être du coup nous expliquer aussi les plus gros problèmes. Bon, t'en as déjà parlé, mais peut-être un peu plus en profondeur des problèmes que ça peut engendrer ces mauvais choix d'accessoires. Et qu'est-ce que toi t'as pu voir avec tes patients et clients sur des choses où tu t'es dit ça faut vraiment sensibiliser les personnes là-dessus parce qu'en fait elles sont vraiment pas au courant. Oui, alors il y a tellement de choses à dire. Globalement, souvent on a des dysfonctions. Donc une dysfonction, c'est vraiment en fait une perte d'amplitude de mouvement dans tous les plans de l'espace. Donc ça peut être sur une articulation, donc c'est-à-dire que par exemple le chien peut plus tourner la tête à droite, voilà. Ou alors ça peut être aussi tissulaire, c'est-à-dire que vraiment le muscle, le fascia, en fait toutes les structures un peu plus molles et fragiles sont ont été tellement mises enfin dans de la contrainte qu'elles ne bougent plus. Et là, forcément, derrière, on a des impacts sur la cervicale et puis sur plein de choses parce que dans le corps, tout est lié. Donc, en fait, on peut avoir la base, le problème, c'est le collier. Et en fait, là, la personne est consulte parce que son chien, il a une boiterie sur le postérieur droit. Parce que toute la chaîne de dysfonction s'est mise voilà, bout à bout. Et en fait, on en est arrivé où le chien, en fait, ce qu'il va montrer, lui, c'est la boiterie.
Mais en fait, le problème principal, c'est le collier, par exemple. Parce qu'il tire dessus, voilà, 3 fois par jour quand il part en balade, 1 heure et demie avec sa propriétaire. Donc ça, attention. Donc souvent, ben, en remontant la chaîne, au fur et à mesure de la séance, en posant plein de questions, on se rend compte et on arrive très vite à trouver la base du problème. Donc effectivement, souvent on a des problèmes au niveau des cervicales, ça c'est vraiment très très courant. Au niveau des épaules, on peut avoir même des boiteries, hein, ou même des tendinites en fait à force du frottement ou vraiment de s'appuyer sur voilà ben, sur ce harnais par exemple en T dont on parlait tout à l'heure. J'ai déjà eu des chiens avec des grosses tendinites sur les épaules et en fait le harnais n'avait pas encore été mis en lumière jusque-là. Donc là il faut sensibiliser, il faut expliquer aux gens et tout de suite ils disent mais mince mais je savais pas quoi. On est là pour ça aussi. Ensuite, des affaissements de trachée. Alors là, on est même sur un problème plutôt quasiment vétérinaire, même s'il n'y a pas souvent grand-chose à faire. En fait, on a vraiment détruit carrément la structure de la trachée. Et bah forcément, le chien, tousse, a un peu plus de mal à respirer, etc. Tout est lié dans le corps. Donc, la base du problème peut être l'arnachement, effectivement, mais en fait, la conséquence, elle est derrière. La conséquence peut être très dramatique d'ailleurs, hein, parce qu'on peut en arriver à une hernie discale, par exemple, hein, le fait que le chien tire tout le temps sur son cou. On peut avoir le disque qui vient pincer un petit peu la moelle épinière à ce niveau-là, parce qu'il y a une déstructuration des tissus, et on arrivait à paralyser son chien, quoi. Ça, j'ai déjà rencontré ce genre de cas. Ah oui. Voilà, donc ça peut aller D'où loin. Voilà, l'importance c'est de pour ça bien aussi choisir. que Ok. c'est ça, c'est important de sensibiliser parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Elles peuvent ne pas l'être aussi, mais on peut en arriver là et c'est vrai, ça arrive. Je rebondis, hein. Quels sont les signaux d'alerte? Comment on voit que mon animal, il est en souffrance? Je parle pas du chien qui boite et qui arrive plus à marcher, hein, mais les petits signes qui peuvent aider à savoir si là, ok, je peux voir qu'il y a un problème. Ça peut être les signaux d'apaisement déjà. Est-ce que le chien, quand je le touche à cet endroit-là, est-ce qu'il est à l'aise, par exemple, avec le contact à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'est pas en train de se lécher un peu le museau, etc., détourner le regard? Ouais, il faut être conscient et savoir observer son animal, c'est ça qui est important. Et c'est là aussi, on en revient toujours au même, c'est de se faire accompagner pour pouvoir observer ces petites choses-là, ces signaux d'apaisement, c'est super important. Maintenant, on en parle beaucoup, il y a même des images, des vidéos, il y a plein de choses là-dessus où juste apprendre à observer ces signaux-là, et me dire, ah bah oui, mon chien il bat et c'est cool, il est détendu. Ben, il n'est pas forcément détendu, non. Il est sûrement extrêmement stressé et il essaye de s'apaiser. Donc tout ça, il faudrait que ce soit presque obligatoire avant qu'on adopte un animal. Ça ne l'est pas malheureusement, mais d'où l'importance de se faire accompagner, même si on pense qu'on a les connaissances, on les a pas les connaissances. Personne les a, on ne les a pas assez en tout cas. Donc c'est important de se faire accompagner à ce niveau-là. Et vraiment, Par les je le professionnels. conseille à tout le monde avec des vrais professionnels qui sont qualifiés mais même moi actuellement, je prends encore des cours là-dessus parce que il y a tellement de choses à apprendre. Donc n'hésitez pas à être curieux et même rien que oui, de la curiosité finalement en pensant que tout va bien, aller faire des cours en disant ah oui effectivement, mais en fait ça je l'avais pas vu. Ah oui effectivement ça je pensais pas que ça voulait dire ça. Et des fois on se prend un peu des Oui. claques quand même. Et c'est ça que tu veux dire aussi par signaux d'apaisement, parce que je pense que certaines personnes qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. Quand on a la tête dedans, c'est sûr que Oui, on sait ce enfin, voilà. C'est aussi l'utilité de ce podcast et c'est pour ça aussi que je t'ai demandé de vulgariser le langage, ouais, c'est pas facile hein. ces signaux d'apaisement. Mais ces signaux d'apaisement, du coup, pour ceux qui nous écoutent, comment tu peux expliquer, Camille? Tous les comportements qui Ouais. soient minimes en fait, c'est des choses qui sont pas forcément extrêmement visibles en fait, mais observables quand même sur l'animal, qui ont en fait souvent une signification. C'est un moyen pour eux de se décharger, d'essayer de refaire descendre un petit peu la pression, ou tout simplement indiquer que là en fait il est pas à l'aise, mais il est en le disant gentiment. Le problème c'est que quand on commence à ne pas écouter ces signaux d'apaisement, bah, le chien va monter tout de suite en action, on va dire. Donc un chien qui mord, après on dévie un petit peu du sujet, mais un chien Ouais. qui mord, souvent il l'a dit beaucoup de fois avant. Attention, 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 attention. Je suis pas ok, je suis pas ok, je suis pas ok. Mais souvent ça on l'a pas écouté, ou on l'a pas vu parce qu'on le sait pas, on On l'a pas n'arrive pas à appris. décrypter. Voilà. Et c'est souvent comme ça qu'arrivent les drames, et c'est dommage. Donc toutes ces choses-là, elles sont vraiment extrêmement importantes. C'est primordial de les connaître. Et un petit exemple aussi, c'est comme, si je dis pas de bêtises, hein, comme le chien qui va se secouer. C'est pas, parce qu'il a envie de se secouer et faire la salsa, c'est juste parce qu'il essaie de se décharger en énergie parce qu'il est monté trop haut. Aussi, exactement. Encore un exemple, tout à fait. OK.
Tout à fait. Donc, qui se lèche la truffe, qui se secoue, etc., etc. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs, on pourra peut-être en faire un épisode. Mais s'intéresser à tous ces signaux d'apaisement qu'on connaît peu et qu'on a besoin aussi de connaître pour mieux comprendre son animal. Tout à fait. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres conseils à donner aux personnes qui nous écoutent? Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est prenez du recul en fait quand on vous parle d'un harnais qui est super mignon, qui est trop beau, qui est plein de paillettes, mais est-ce que ce harnais, il est pas néfaste en fait pour mon chien? Est-ce qu'il sera adapté à lui? Est-ce que mon chien sera bien dedans? Pas parce qu'il est beau que le chien sera bien dedans. Que ce soit au niveau de la matière, que ce soit au niveau de l'anatomie de votre chien, au niveau ouais, est-ce que voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc par rapport à tout ce qu'on a dit, posez-vous les bonnes questions, prenez du recul avant d'acheter voilà, quelque chose. Voilà, est-ce que ce collier, ce harnais, peu importe ce que c'est, va pas entre guillemets faire de mal à mon animal, quoi. Et est-ce qu'il sera adapté à lui? Et si tu avais, Camille, la possibilité d'écouter quelqu'un d'autre sur ce podcast, quelle personne tu aimerais entendre derrière le micro? Ok, question difficile. Il y en aurait beaucoup. Mais si on reste un petit peu sur la ligne directrice qui a un petit peu porté notre interview aujourd'hui, je citerai Adine Millet. C'est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire dans le comportement canin et la relation homme-chien. C'est la définition d'être cynologiste, c'est ce qu'elle est. Et elle expliquerait parfaitement en fait tout ce dont on a parlé, voilà, en dehors des harnais et tout ce qui finalement est presque plus important que le harnais. C'est de repartir à la base et la base c'est la relation qu'on a avec son animal. C'est une personne assez incroyable qui a des compétences que ouais, vraiment je te souhaite de pouvoir la rencontrer et de l'interviewer. Ce serait super chouette. Ok. Eh ben super, on va la contacter et puis on verra si elle est d'accord pour venir parler Tout à de fait. sujets qui lui tiennent à cœur. Ben merci beaucoup Camille pour tous ces conseils. Merci à toi. On est déjà à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et merci à tous pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être des super pets parents. Alors je vous dis à bientôt sur Allopets Podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et le noter sur ta plateforme préférée. Et ensemble, devenons de super pets parents.